On va enchaîner donc sur Toronto, évidemment. On va parler de Toronto parce que là aussi c'est quand même une histoire extraordinaire. Là on est toujours, mais là on dépasse. C'est la même chose. Ouais. C'est la même chose. On parle toujours de la Belgique en disant le Belgiquistan machin, mais le Canada est devenu la même chose. Ouais. Je veux dire toute la politique de ce malheureux Justin Trudeau avec ses accommodements raisonnables, c'était une folie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez au Canada des manifestations d'antisémitisme qui sont absolument impensables. Vous avez vu ce monsieur qui se fait tabasser dans un square devant son enfant par un passant alors qu'il est juste antisémite. Ce qui se passe à Toronto, c'est quoi? On refuse de diffuser un documentaire sur le 7 octobre, ce qui s'est passé le 7 octobre. Droit d'auteur du Hamas. Parce qu'il y a des images que le Hamas, que les sanguinaires du Hamas ont mis eux-mêmes en ligne sur les réseaux sociaux. Donc c'est même pas des images privées, c'est des images publiques qu'ils ont mis en ligne. Mais on se demande s'ils ont affaire à des droits d'auteur. Non mais des droits d'auteur, c'est-à-dire que c'est une création. C'est-à-dire que c'est comme un film. Mais enfin, mais de qui se moque-t-on? Mais la lâcheté, c'est répugnant, c'est révoltant. Et franchement, j'ai beaucoup d'amitié pour le Canada, mais je plains mes amis canadiens. On voit le sujet de Chan Camara et on poursuit le débat pour poser le décor. Il devait être diffusé lors du festival de Toronto en septembre prochain. The Road Between Us, documentaire consacré aux événements du 7 octobre en Israël, a été retiré de la programmation. Selon le média spécialisé Deadline, les organisateurs estiment que ce film ne respecte pas certaines conditions requises, notamment celles concernant l'autorisation légale pour la diffusion de certaines séquences. Donc un des arguments était d'expliquer qu'il n'était pas sûr que les droits d'auteur du Hamas avaient été respectés. Et est-ce que ces images qui ont été tirées des caméras GoPro que les terroristes ont mis sur les réseaux, est-ce que le réalisateur avait le droit de les exploiter? Comme si finalement le crime devenait quelque chose qu'on élevait au rang d'art. Parce que lorsque vous donnez des droits d'auteur, ça veut dire que vous reconnaissez la qualité d'œuvres d'art. The Road Between Us, du cinéaste canadien Barry Avrich, retrace l'histoire du général à la retraite Noam Thibon, qui a secouru sa famille, mais aussi des soldats blessés durant l'attaque du 7 octobre. Deadline rapporte que la décision des organisateurs serait aussi due à la crainte de manifestations pro-palestiniennes lors de la diffusion du documentaire. Ce festival aurait demandé à Hitler ou à Goebbels les droits d'auteur sur les images d'Auschwitz. Cette décision vicieuse et écœurante doit être annulée immédiatement. Tout comme le ministre, le Centre consultatif des relations juives et israéliennes du Canada exhorte le festival à revenir sur sa décision. Voilà, Céline Pina revient un peu à ce que vous évoquiez. Hein. J'ai noté sa phrase, le crime élevé au rang d'art. C'est un peu ce que vous disiez, Eric. Réaction par rapport à cela. Plutôt que de droit d'auteur, il vaudrait mieux parler de droit d'horreur. Ce serait quand même plus juste. Oui. Ensuite, on comprend après le reportage que déjà c'est effarant, mais c'est peut-être le faux-nez d'une affaire qui ressemble un peu en plus grand à Noisy-le-Sec. C'est-à-dire qu'ils ont peur des réactions. C'est-à-dire, vous montrez... Il y a toujours un lien. Oui, vous montrez... bien sûr, non, mais de toute façon, vous savez, la mondialisation, c'est une réalité. C'est pas seulement la libre circulation des marchandises, des hommes, les idées et les situations et les problèmes se retrouvent d'un pays à l'autre. Mais on veut montrer la réalité des actes les plus atroces qui étaient commis depuis longtemps sur notre planète, et on ne le fait pas parce qu'on a peur de l'agitation de quelques-uns qui pourraient s'y opposer par la violence. C'est-à-dire qu'en fait, on s'incline devant la violence par avance. Donc Noisy-le-Sec, Toronto, même combat. Donc il y a une forme de démission, il y a une forme de lâcheté. De lâcheté, oui, j'allais dire le mot. Et il y a eu d'autres époques, je regrette, où ça ne se serait pas passé comme ça, par principe. On aurait, au nom des droits de l'homme, au nom de la liberté d'expression, au nom simplement de la justice qu'il faut rendre aux victimes des atroces pogroms du 7 octobre, on serait passé en force avec, en effet, le concours de ce qu'il faut, la police, l'armée s'il faut, ou des vigiles, voilà. Mais on n'aurait jamais accepté ça. Là, on est en train de reculer pas à pas. Notre monde est bien malade, Joachim. Non, mais on n'a évidemment pas affaire à un problème de droit d'auteur, on a affaire à une histoire d'antisémitisme chimiquement pur, encore une fois. Ce que vous disiez sur le Canada tout à l'heure est particulièrement vrai à Toronto, qui est une ville où on a 46% de sa population
qui est né à l'étranger. Maintenant, je pense que le mal est beaucoup plus profond que ça et qu'on n'a pas juste affaire au nouvel antisémitisme qui correspond à son islamisation décrite par Taguieff que je citais tout à l'heure. Je pense que là, on est dans un antisémitisme aussi d'origine décoloniale. C'est un antisémitisme qui est hyper dominant sur les campus et qui consiste à faire, si vous voulez, du premier juif venu, l'avatar d'une sorte de domination à éradiquer pour permettre le progrès dans l'histoire, et au prix d'une inversion accusatoire assez folle, hein, d'ailleurs, puisqu'on fait des victimes du 7 octobre, des bourreaux dont on ne pourrait même pas montrer la souffrance au cinéma. Un autre angle aussi qui m'a vraiment interpellé à travers cette actualité, c'est ce qui arrive à l'art, si vous voulez, c'est le fait que l'art est devenu une arène politique où l'on importe des passions différentialistes, des idéologies haineuses, et qui fait que chacun finalement se retrouve dans sa bulle cognitive, c'est-à-dire chacun a une opinion sur le conflit israélo-palestinien, et au nom de ces opinions antagonistes, irréconciliables, on en est à interdire des œuvres d'art. Enfin, je pense que ça conduit, si vous voulez, à une société où l'art sera toujours plus terne et de piètre qualité. Enfin, moi, j'ai pas besoin d'être communiste pour apprécier la poésie d'Aragon. J'ai pas besoin d'être fasciste pour apprécier les romans de Drieux-La Rochelle. Voilà, je pense qu'on a beaucoup perdu de ce point de vue-là. Non, mais le signal envoyé par ce festival, c'est de légitimer le Hamas, très clairement. Voilà, c'est lui donner une importance. Enfin, c'est ça qui est scandaleux et légal à ça. J'allais dire, ça va même au-delà de ça, parce que montrer les images du 7 octobre, c'est à un moment donné montrer une réalité que le monde occidental ne veut pas voir. Oui. Toutes ces manifestations dans les campus où les jeunes crient « Free Palestine, from the river to the sea » en n'ayant pas la moindre idée de ce que ça signifie, mais en gros qui ne se rendent même pas compte qu'ils appellent à la fin d'Israël, tomberaient d'elles-mêmes s'ils se rendaient compte que encore une fois, ces damnés de la terre qu'ils défendent à toute force ont commis des crimes abominables le 7 octobre. Et si on montre en effet de façon un peu documentée ce qui s'est réellement passé le 7 octobre, la plupart des arguments tombent de même. Bien sûr, c'est cacher la vérité. C'est ça qui est très compliqué. Moi, par exemple, je me rappelle très bien, quand j'étais petite fille, les premières images que j'ai vues, c'était des photos des camps de concentration. Je me rappelle très bien de ce que ça a été. On m'en avait parlé. Mais j'avais pas vu les images. Alors, je sais pas si on me les avait pas montrées parce que mes parents voulaient pas me choquer ou je sais pas, où il y avait pas accès, peu importe. Mais je me rappelle très bien le magazine qui s'appelait Réalité, je crois, qui était un magazine spécialisé dans les photos. Et subitement, j'ouvre ce magazine et je vois les images. Et là, je sais pas comment vous dire, quoi. Le monde s'est ouvert sous mes pieds. Je pouvais même pas imaginer une chose pareille. Et je pense que je parlais tout à l'heure de Nuée et brouillard. Ça veut dire que quoi, aujourd'hui, on pourrait plus remontrer un film comme ça? Non. Puisque les victimes sont juives, que certains considèrent qu'un juif ne peut pas être victime. Dans les écoles, ça fait longtemps qu'on ne montre plus ce genre de film. Il y a des pans entiers du territoire, on ne peut pas enseigner à la Shoah. Certains pans. Certains enseignants s'interdisent, il faut le faire. Des pressions. Je demandais qu'il y ait qui est souvent sur nos plateaux. Bien sûr, il ne faut pas non plus encore. De plus en plus nombreuses quand même. Montrer. En tout cas, ce que cette polémique vient utilement rappeler, c'est que le Hamas a commis un double crime le 7 octobre, c'est-à-dire qu'il a commis des exactions qu'il a ensuite filmées pour les documenter. Vous voyez, quand on parle des images qu'on a découvertes des camps de concentration nazis, elles ont été révélées notamment quand les soviétiques sont rentrés dans les camps. Ouais. Alors que là, le Hamas a cherché à documenter, c'est la rafle du Veldiv à l'heure du TikTok, vous voyez, a cherché à documenter lui-même dans une recherche, évidemment, maximisation de la cruauté et bien sûr de l'intimidation derrière sur l'État d'Israël, puisque le chantage des otages et de l'extrême barbarie avec laquelle ils ont été traités, ainsi que toutes les victimes du 7 octobre, permet, et ils sont toujours traités pour ceux qui restent encore détenus par le Hamas à Gaza, montre que voilà, le Hamas était dans une recherche de démonstration de sa propre barbarie pour essayer de créer ce climat de terreur, d'intimidation, et dont on voit qu'il est en partie efficace, puisque les débats qui ont lieu à l'intérieur de la société israélienne sont alimentés aussi, et c'est bien normal, par la crainte des familles des otages de voir leur sort s'aggraver si l'offensive à Gaza s'intensifie. Donc de ce point de vue-là, voilà, le Hamas a commis non pas un, mais bien 2 crimes, et le fait qu'il faille utiliser leurs images pour documenter ce qui s'est passé le montre à nouveau. Eric. Il y a quand même une question qui se pose, c'est que le Hamas, on comprend le raisonnement de leur barbarie, ils persévèrent dans leur être, mais la complicité occidentale se base sur quoi? Pourquoi cette complaisance? Pourquoi cette complicité? De quoi avons-nous peur?
Mais oui, c'est ça. De quoi on peut avoir peur? Nous n'avons tiré aucune leçon d'Auschwitz, de ces images. Enfin, je veux dire, il y a quand même quelque chose d'étrange, cette soumission de tous les instants, sans se battre en plus. C'est immédiatement, Noisy-le-Sec, stop. Toronto, stop. En plus, les prétextes sont de plus en plus fumeux quand même. Droit d'auteur du Hamas. Écoutez, moi, franchement, quand j'ai entendu ça, c'est presque... on dirait presque un titre parodique. Non, la parodie est devenue la réalité est devenue une parodie. Non, mais je pense que on ne dit rien. Alors, j'ai déjà développé cette idée, mais on ne dit rien. Le monde occidental, notamment le monde libéral, progressiste occidental, ne dit rien parce que pendant très longtemps, le Palestinien, la figure du Palestinien, c'était le damné de la terre, celui qu'il fallait aider, le malheureux, etc., etc. Et puis le 7 octobre, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi une population élevée à la haine du juif qui se jette sur des braves gens, des jeunes qui sont à un festival en faveur de la paix, des kibboutz de gauche qui travaillent avec eux régulièrement et qui sont pour une solution à deux États, des gens parfaitement au contraire ouverts à l'autre, et on se rend compte que ces Palestiniens qu'on avait encensés se conduisent comme des bêtes sauvages et produisent le pire pogrom que le monde contemporain est connu depuis la Seconde Guerre mondiale. Et je pense que du coup, tous ces intellectuels ne peuvent pas dire le contraire. C'est la même raison qui fait qu'on a soutenu les Khmers rouges pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'on se rende compte que ces braves gens avaient massacré plusieurs millions de leur population. C'est ce que je vous disais. C'est le même processus. L'expérience devrait nous instruire. Oui, mais on ne tire pas l'enseignement d'histoire, c'est terrible. Je vous propose d'écouter la réaction de Jérôme Blanchet-Gravel, qui est rédacteur en chef de Libre Média au Québec, qui nous raconte un petit peu l'histoire et surtout comment les choses sont perçues là-bas. Finalement, le Hamas possède des droits d'auteur que le réalisateur ne peut pas utiliser. Donc, c'est le prétexte de la légalité, le prétexte de la sécurité pour finalement se conformer, s'aligner sur le discours, en fait, la pensée islamiste. La censure islamiste s'impose au Canada. Récemment, vous savez, en juin, il y a eu une conférence à Montréal annulée de Mme Florence Bergeau-Blaclair, donc qui a été annulée pour des raisons de sécurité. Donc, il y a beaucoup de menaces qui sont faites à l'égard des gens qui osent critiquer l'islam, etc. Donc, évidemment, il faut remettre ça dans le contexte de l'affrontement entre le Hamas et Israël, mais on est devant un prétexte, c'est-à-dire le prétexte de la légalité, le prétexte de la sécurité pour éviter potentiellement des manifestations pro-palestiniennes qui effectivement se multiplient sur les campus, un peu partout dans l'espace public. Voilà le climat au Canada, Paul. Oui, Jérôme Blanchet-Gravel, que je connais par ailleurs et qui j'échange régulièrement, parfois me fait prendre conscience, je pensais pas pouvoir me dire ça un jour, mais de la chance qu'on a d'être en France du point de vue du climat intellectuel qui y règne. Alors même que ceux qui suivent attentivement cette antenne savent que c'est pas toujours gagné et qu'on n'est pas le pays où on est le plus libre dans l'expression de ses opinions, mais le Canada, c'est ça en 10 fois pire. Et effectivement, ce pays nous précède, hélas, dans le terrorisme intellectuel. L'exemple qui a été fait jour suite à cette polémique et les autres qu'a cité Jérôme Blanchet-Gravel le montre. C'est un pays où vraiment les gens ne sont pas libres de leurs opinions, qu'un pays gangrené par un discours politiquement correct, beaucoup, beaucoup plus fort que chez nous encore, et c'est dire. Et qui est basé sur le même principe que chez nous, même s'il est amplifié, c'est-à-dire qu'en fait, ce discours tient quelques points cruciaux, quelques points névralgiques. L'université, les médias, enfin la nébuleuse médiatico-intellectuelle. L'université, on l'a, nous, chez nous, déjà. Ah bah non, là, c'est pas fait. Les médias, c'est pas mal non plus. C'est pas mal non plus. Et le pas milieu intellectuel, artistique, etc., il y a quand même des gens qui sont des relais d'opinion, qui sont pas si nombreux que ça, mais qui suffisent, ça suffit pour imposer leurs lois, leur ordre et leur agenda idéologique. Pour l'instant, moi je pense qu'on peut encore retourner la situation. Dans quelques temps, ce sera impossible. On sera en effet au niveau du Canada. Ce sera devenu impossible. Ah ben, je vous note un petit peu plus optimiste qu'au cours de la dernière émission où vous semblez me dire que c'était un peu foutu. Donc, moi je pense que c'est foutu, mais savoir que c'est foutu, ça empêche pas de se battre. Mais vous voir avec une petite lueur d'espoir après tout il faut se battre. Le problème, c'est qu'il y a des pays où on ne se bat même plus. Voilà. Au Canada, ils sont très peu à se battre en réalité. Donc ils ne comprennent même pas d'ailleurs la situation en France qui nous paraît catastrophique, mais pour eux c'est vraiment très enviable.